Laisser la parole à notre vieillard, directrice des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie, à la DGESCO, quelqu'un qui va nous parler de la vie des élèves parcours. Bien, merci pour très apprécié. Bonjour à tous. Alors, je vais vous développer un certain nombre de mesures qui sont emblématiques en fait de la transformation de la voie professionnelle. Mais je voudrais, relativement à l'individualisation des parcours, mais je voudrais commencer par dire qu'il y a 3 entrées communes à la réforme du lycée et à la transformation de la voie professionnelle. Et c'est important d'en prendre conscience parce que ça fait partie aussi du ciment des réformes pour le ministre. La première entrée absolument fondamentale, c'est le parcours des élèves, puisque dans la réforme du lycée, comme dans la transformation de la voie professionnelle, on a placé le choix progressif de l'élève comme un élément central de la construction de son parcours, faisant de l'orientation un axe quasi permanent à partir du moment où l'élève entre dans ses études. Le parcours de l'élève place l'idée qu'il faut le positionner, et on le verra dans les différentes mesures CAP, différenciation des parcours, etc. Et c'est ce qu'on a particulièrement mis en place avec le test à l'entrée en seconde. Et pour le CAP, ça consistera dans un premier temps par l'étude des résultats de l'élève à l'issue de la 3e, puisqu'on ne met pas immédiatement en place le test CAP. C'est un peu plus complexe que pour le bac professionnel. La deuxième entrée commune à la réforme et du lycée et la transformation de la voie professionnelle, c'est l'entrée territoriale qui vient placer de manière centrale les objectifs d'attractivité des formations, puisque notre objectif c'est bien d'augmenter le nombre d'élèves dans la voie professionnelle, comme l'a souligné Marc Foucault, et de mieux les insérer. Donc d'avoir une meilleure correspondance entre l'attractivité des formations et l'offre de formation et la demande sociale des élèves. Et vous savez qu'on a un problème de désajustement aujourd'hui entre les souhaits des élèves par rapport à certaines formations et la réalité des besoins en emploi localement. Donc l'attractivité, c'est vraiment aussi un point commun important. Et puis la dernière entrée partagée entre les réformes, c'est l'entrée pédagogique, puisqu'on a à la fois, alors, dans la voie professionnelle, la consolidation des fondamentaux, mais on l'a aussi dans l'accompagnement personnalisé au lycée. Et puis on a le choix famille-métier, on l'a dans le lycée avec le choix progressif des spécialités en première et en terminale. Donc on a des axes communs qu'il faut bien avoir à l'esprit, parce que ça fait aussi partie, ça participe aussi de l'égalité des voies dont on parle. Alors, qu'est-ce qui permet de faire en sorte qu'un parcours soit individualisé? Le premier élément, c'est d'abord la refonte des grilles. Pourquoi est-ce qu'on est revenu à une organisation plus annualisée? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, même si le concept du cycle est un concept intéressant qui laisse beaucoup d'autonomie aux établissements, on a vu une application assez hétérogène, notamment dans la réalisation des PFMP, puisqu'on pouvait se retrouver en terminale avec des élèves qui n'avaient pas accompli toutes les PFMP parce qu'il y avait des difficultés qui s'étaient accumulées pour trouver des lieux de stage en seconde, en première. Et on se retrouvait en terminale avec des élèves qui avaient un vrai problème de réalisation des PFMP. Donc on a souhaité que les équipes pédagogiques puissent avoir un suivi plus simple année par année, de manière à garantir une formation complète à l'issue du cycle du bac pro.
Le deuxième élément important du parcours, c'est bien sûr les heures dédiées à la consolidation des enseignements fondamentaux à l'orientation, puisque maintenant, et c'est un point commun d'ailleurs avec le lycée, on a un bloc horaire qui donne des heures qui sont variables en première, deuxième et troisième année du bac, qui sont fixées par année pour le CAP, mais à l'intérieur desquelles, et c'est ce qui vous est proposé dans le Vademecum que vous avez peut-être consulté sur la consolidation des fondamentaux, on propose, mais c'est bien qu'une proposition, de faire évoluer la part de l'orientation qui est importante en seconde, mais qui peut l'être tout autant en première ou en terminale, puisqu'il va falloir choisir notamment le module de préparation à l'emploi, donc avec une insertion professionnelle directe, ou de poursuite des études. Voilà, donc l'orientation, c'est vraiment la condition sine qua non de l'individualisation du parcours, comme le positionnement de l'élève. Il ne peut pas y avoir d'individualisation du parcours s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de réflexion sur l'orientation et s'il n'y a pas de positionnement de l'élève pour ce qui est du choix de la durée de la formation. Alors, l'autre mesure importante, c'est justement de l'individualisation du parcours, c'est justement la modulation de la durée de la formation en CAP. Donc, il faut bien dire, c'est très important, c'est même à la fois il y a un envers de la médaille à la modulation de la formation. Donc, il faut faire très attention à ça. On est bien sur un parcours modulé et pas sur une nouvelle structure de CAP en 3 ans. Parce que sinon, c'est plus un parcours, ça devient une classe dans laquelle on met des élèves qu'on a prédestinés assez rapidement à devoir faire un parcours en 3 ans. C'est la raison pour laquelle l'admission, la possibilité de ce parcours en 3 ans ne pourrait être décidée qu'à l'issue de la première année et même au tout début de la deuxième année, de manière, alors il y a plusieurs arguments à ça. Le premier, c'est d'abord, il est important que l'élève s'insère dans un groupe classe du CAP, parce que parfois ce sont des élèves qui ont besoin d'être sécurisés dans leur parcours. Donc si on commence déjà à les aiguiller sur une voie, parce qu'on romprait justement la liberté de choix dont parlait Marc. Donc, éviter, familiariser l'élève avec le groupe classe, le laisser s'intégrer. La deuxième raison, c'est qu'il faut du temps à l'équipe pédagogique, même si les équipes savent vite porter un avis assez rapide sur leurs élèves, il faut quand même du temps pour pouvoir s'assurer du rythme des apprentissages de l'élève. Peut-être qu'en début d'année, on aura l'impression qu'il lui faudra du temps pour avoir son CAP, mais peut-être aussi qu'au cours de l'année, à l'issue d'une période de PFMP, il y a un déclic qui se fait et l'élève, finalement, aura son CAP en 2 ans et il n'y a pas de raison de lui proposer une 3e année. Et puis la 3e raison, elle est structurelle, c'est qu'on ne veut pas d'un CAP avec une modulation de formation qui induirait plusieurs vitesses. Déjà qu'on sait que le CAP peut être réservé à des pays prioritaires. Donc il n'est pas dit que parce qu'il y a des élèves de CEPA, par exemple, dans l'établissement ou UNIS, forcément il y a une structure de 3e année, d'un CAP 3 ans, pour ces élèves-là. Normalement, le fait de pouvoir moduler la durée doit faire qu'on se réinterroge sur les modalités d'affectation des élèves en se réinterrogeant sur leur positionnement. Alors évidemment, c'est complexe à mettre en œuvre, on en est tout à fait conscient, mais c'est le prix de l'individualisation. Le prix, c'est l'organisation pédagogique derrière qu'il faut mettre en place. Alors, les modules en terminale, donc là, c'est en poursuite d'études, préparation à l'emploi. Il est important aussi de savoir que là aussi, il y a liberté, parce que ce n'est pas un choix définitif. Un élève peut très bien dire je veux poursuivre mes études, suivre le module de poursuite des études, s'inscrire dans Parcoursup et puis finalement à la sortie de son bac décider de s'insérer professionnellement parce qu'il a trouvé une opportunité et il fait un autre choix. Donc idem pour les élèves qui choisiront le module de préparation à l'emploi et d'insertion professionnelle.
ils peuvent tout à fait s'inscrire dans Parcoursup, ils ne sont pas complètement sûrs de vouloir s'insérer professionnellement, et finalement choisir d'aller en BTS. De toute façon, dans les deux cas, ce sera forcément positif pour les élèves d'avoir suivi un des deux modules. Donc il n'y a pas de choix qui soit irréversible pour l'élève. Enfin, sur les familles de métiers, là je voudrais peut-être insister, parce que c'est une question qui se pose légitimement, d'établissements qui disent oui, mais moi je ne propose pas toutes les spécialités de bac d'une famille de métiers donnée. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux élèves qui voudront faire une spécialité que je ne propose pas dans mon établissement? Il faut bien avoir à l'esprit que la famille métier, c'est bien sûr la possibilité de différer un choix par rapport à une spécialité, donc il y a une valeur d'orientation. Mais ce n'est peut-être pas la première raison pour laquelle on a créé les familles métiers. La première raison, c'est que l'élève ait conscience très tôt dans sa formation qu'il est dans une famille métier et qu'en seconde, il va acquérir des compétences qui lui seront utiles pour plusieurs spécialités de métier et pas seulement celui qu'il choisira en première. Donc un élève qui finalement, l'idée c'est qu'il ait bien une perspective de ce qui est commun à plusieurs métiers, parce qu'il va choisir une spécialité finalement, mais dans laquelle il va peut-être exercer son métier pendant X années, et puis peut-être qu'un jour il va faire un autre métier dans un autre secteur, proche de la même famille, mais il se rappellera à ce moment-là qu'un certain nombre de compétences qu'il a acquises sont utiles pour ce métier. C'est important que l'élève en ait le plus tôt possible conscience. Ça fait partie de l'ouverture qu'il est souhaitable de lui donner. Alors, toutes ces mesures, on les présente pour des raisons... alors, toutes ces mesures, on les présente pour des raisons pédagogiques, j'allais dire de manière distincte, parce qu'on a besoin de les expliquer, de les déployer, mais elles n'ont de sens que si elles sont toutes articulées ensemble. La transformation du lycée professionnel, c'est vraiment une réforme très globale. Donc on ne peut pas en prendre un bout et dire le reste, on le fera plus tard ou ça a moins d'importance. Donc il y a vraiment une avancée, alors si ce n'est qu'on a, au contraire du lycée, on a distingué les années, puisqu'il y a une montée en puissance au fur et à mesure des années. Alors, j'ai été un peu plus vite que la slide, donc le PowerPoint. Alors, je rappelle juste que sur les familles métiers, on a 14 familles identifiées aujourd'hui, 3 mises en place en 2019. On a 2 autres vagues en 2020-2021. Alors pourquoi on échelonne ce passage-là? Bon, d'abord c'est assez complexe à mettre en place et surtout on ne peut pas constituer une famille sans travailler avec les branches professionnelles et sans travailler avec les commissions consultatives. Donc on a d'ailleurs écrit à toutes les branches professionnelles pour leur dire qu'on allait les rencontrer et pour commencer à ce travail d'identification des compétences communes, puisqu'on part des référentiels d'activité de métier pour les établir. Voilà, le reste, je vous l'ai dit. Alors, on a, et c'est important aussi parce que c'est assez nouveau, il y avait une caractéristique particulière de la voie professionnelle qui avait beaucoup de ressources, mais quand même très dispersées. On n'a pas un endroit dans lequel on trouve toutes les ressources disponibles, ce qui fait que chacun, selon sa discipline, avait un accès plus ou moins facilité aux ressources. Donc on a souhaité, d'une part, offrir un portail unique de formation et de ressources, le portail magistère. Donc il faut que je m'assure, parce que je n'en suis pas sûre que les établissements privés y ont bien accès. Oui, c'est bon. Voilà, parce que j'avais un doute hier soir, j'ai même failli changer là. Bon, très bien. Donc vous avez bien le portail magistère unique. Et puis on a la collection des vadémécum, il y en aura une douzaine en tout. Et ce qui concerne, donc il y en a déjà quelques-uns qui ont été publiés sur les familles métiers, la consolidation
le chef-d'œuvre, et 4, les prépas métiers. Je ne sais pas s'il est sorti celui-là, peut-être pas. Donc, ce qui concerne en tout cas le parcours individualisé, c'est sur la prépa métier, le parcours en 1, 2 ou 3 ans, et puis les 2 modules de terminale. Avant la fin du mois. Et puis nous avons prévu une newsletter spéciale apprentissage dans laquelle il y aura un vadémécum sur le développement de l'apprentissage et la mixité des publics, et une foire aux questions assez complète où on reprend, et il y aura elle sera aussi adaptée pour l'enseignement privé, puisqu'on doit toujours penser doublement, si je peux dire, et à parité, pour les questions que vous vous posez en tant que chef d'établissement de lycée professionnel privé. Alors, la réforme pose aussi, enfin les réformes en général, mais celle-là en particulier, pose aussi la question de l'information. Alors, vous en avez un petit peu parlé sur les taux d'insertion, par exemple. Donc, une des difficultés, enfin, un des défis que l'on a, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier la masse d'informations qui arrive sur le marché, si je peux dire. Et cette masse d'informations, elle concerne les métiers, puisque vous avez sans doute vu, notamment dans le secteur industriel, que les fédérations professionnelles et les métiers font des efforts assez considérables pour faire connaître leurs offres d'emploi, hein, puisqu'il y a un vrai problème très immédiat pour voir les offres d'emploi. Et puis, il y a la loi du ministère du Travail pour la liberté de choisir son avenir professionnel oblige les établissements, donc vous allez être concernés par cette disposition-là, à publier leur taux de poursuite des élèves et les taux d'insertion des élèves 3 ans après avoir obtenu un diplôme. Donc ça, et par établissement et par formation. Or aujourd'hui, ces informations, on les obtient à travers les enquêtes qui sont des enquêtes déclaratives, qui ne sont pas des enquêtes complètement robustes parce qu'elles sont déclaratives, parce qu'on a des taux de réponse pas toujours satisfaisants, et puis aussi parce qu'on a un émiettement des spécialités qui fait que parfois on a un chiffre, un pourcentage qui ne veut pas dire grand-chose. On peut avoir 100% d'insérés pour 2 diplômés. Bon, voilà, c'est très bien, mais enfin, on ne peut pas en faire une généralité sur tout le territoire. Et à l'inverse, on peut avoir des filières avec un grand nombre d'élèves qui ont moins d'élèves insérés, mais avec un pourcentage assez remarquable compte tenu du nombre d'élèves. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit en capacité, à la fois au niveau du ministère, mais aussi à votre niveau et au niveau intermédiaire académique, d'expliquer comment il y a les chiffres aux familles. Donc on a un travail pédagogique assez considérable à faire pour d'abord se mettre d'accord sur la lecture des chiffres et pour pouvoir les expliquer pour bien éclairer les familles. Et dans ces fonctions-là, chacun maintenant a son rôle. La région a son rôle avec le cadre national de référence orientation qui va être signé très prochainement par les 2 ministres, M. Blanquer et Mme Pénicaud, et le président de Région de France. On a les entreprises maintenant ont un rôle important. Beaucoup vont solliciter des partenariats avec les rectorats pour développer notamment l'apprentissage. Et puis on a des leviers au niveau pédagogique, puisque maintenant on a des espaces-temps clairement réservés dans les grilles. Voilà, donc il y a une appropriation importante à avoir au niveau de ce qui est l'information et l'accompagnement des familles. Alors ensuite, sur l'individualisation, il y a, et ça fait partie de la liberté de choix aussi, comme le soulignait Marc, il y a la possibilité d'avoir un parcours différent, de commencer en statut scolaire et de finir par apprentissage, ou d'aller tout de suite en apprentissage, puisque désormais,
on propose aux élèves, après la classe de 3e, on doit apporter une visibilité sur les formations qui sont ouvertes à l'apprentissage. Donc ce sont bien deux voies qui sont complémentaires, tous les textes réglementaires pour faciliter ce développement ont été pris. Il y a un certain nombre d'explications à apporter parce que c'est un sujet qui est techniquement complexe, hein, il faut le dire. Nous-mêmes, on a dû réviser un certain nombre de nos textes puisqu'on se pose la question sous l'angle du développement et de la génération de l'apprentissage. Donc on s'interroge sur qui peut faire de l'apprentissage, comment il est financé. Donc on se pose toutes ces questions-là. On a maintenant les réponses à droit constant, on va dire, avec le droit tel qu'il existe. Il y aura peut-être des évolutions souhaitables à l'avenir sur lesquelles travaillera peut-être la DGRH. Voilà. Donc, il y a peut-être des chantiers à ouvrir et on en est aujourd'hui à ce stade-là. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que statutairement, les PLP, qu'ils soient dans l'enseignement privé ou public, peuvent intervenir devant des élèves apprentis et que les établissements peuvent faire de l'apprentissage s'ils le souhaitent et s'ils le mettent en place. Pour l'enseignement public, la petite modification que l'on a dû faire dans la loi Pénicaud, c'est pour faciliter justement le développement de l'apprentissage, puisque ça n'était pas possible, il y a eu 2 mesures qui ont été prises. La première, c'est de lever le frein que pouvait être l'avis du conseil d'administration pour faire de l'apprentissage dans le public, mais ce n'est pas le cas dans l'enseignement privé. Et le deuxième frein qu'il pouvait y avoir, et bon, je vous dis, je suis en train de l'oublier, côté enseignement public, oui, c'était pour la formation continue, pour que les GRETA puissent faire de l'apprentissage, puisque là, ça ne faisait pas partie du tout de leur mission. Voilà, donc ce sont les 2 modifications réglementaires qui ont été faites pour le public. Pour le privé, il n'y a pas d'exclusion du tout, statutairement, pour l'établissement à faire de l'apprentissage. Après, comme pour le public, il y a la question du financement. Donc, de même que on ne peut pas doubler le financement dans le public pour un professeur qui interviendrait, qui serait à la fois rémunéré par le CFA et à la fois en tant que professeur dans le public, donc percevant sa rémunération. Donc il y a des circuits de remboursement à mettre en place, mais qui ne seront... voilà, donc c'est là où on en est aujourd'hui avec les rectorats. Alors c'est en train de se faire, si je peux dire. Ce n'est pas simple, hein, puisqu'on ne sait pas encore comment va se développer l'apprentissage au niveau des OPCO, et surtout, on n'a pas encore tous les éléments sur les coûts contrats, puisqu'on attend l'issue d'une réflexion sur la minoration et la majoration du coût contrat. Donc c'est l'élément qu'on a, qui nous manque aujourd'hui, puisque sinon France Compétences a établi pour chaque diplôme le coût contrat. Voilà, donc ça c'est l'élément que nous attendons et qu'on devrait connaître incessamment, et à partir de là, on pourra construire, enfin vous pourrez construire les modèles économiques. Donc l'élément de complexité qu'il peut y avoir aujourd'hui, il est le même dans le public comme dans le privé, c'est une section complète d'apprentis, puisque là, cette section-là ne peut pas être financée sur un contrat d'association ou complètement sur l'ETP public pour le professeur intervenant. Voilà, donc dans la foire aux questions que nous prévoyons sur l'apprentissage, ces réponses-là seront rédigées de manière, j'espère, encore plus claire que ce que je vous dis là, et en plus on aura des actualisations avec les questions du contrat. Alors je voudrais peut-être terminer sur deux points que je n'ai pas mis en PowerPoint, mais que déjà les questions que j'ai pas encore entendues, mais que j'ai entendues dans les interventions que vous avez faites, c'est la question du nombre de spécialités et du nombre de diplômes. Il y a 2 éléments qui vont favoriser un regroupement et certainement une rationalisation des diplômes.
Le premier, c'est que la loi Pénicaud maintenant nous oblige à réviser les diplômes tous les 5 ans. Donc vous vous doutez bien avec la masse de diplômes qu'il y a, que ça va être compliqué de s'interroger tous les 5 ans sur l'ensemble de toutes les spécialités. Donc on sait qu'il y a un moment donné où on aura envie, j'ai envie de dire, d'organiser les diplômes de manière plus lisible, plus accessible et plus pérenne dans la façon dont ils sont organisés, tout en s'interrogeant sur sa validité, parce que c'est vrai qu'il y a des diplômes rénovés régulièrement, et puis il y en a qui n'ont pas été rénovés depuis très longtemps, et il n'est pas certain qu'on se soit posé la question de la pertinence de le rénover ou non. Là, on sera obligé de se poser la question, donc ça c'est un élément structurel important. Le deuxième élément, c'est que à partir du mois de septembre, nous n'aurons plus la plupart des commissions professionnelles consultatives seront interministérielles. Par exemple, si je prends tous les diplômes liés au service à la personne, les diplômes seront maintenant, les référentiels seront travaillés et étudiés obligatoirement avec le ministère de l'Agriculture, puisqu'il y a un bac pro de service à la personne, enfin territorial, mais qui couvre cet objectif-là, et le ministère de la Santé et de la Cohésion sociale. Donc, on pourra, ça aura l'avantage, déjà culturellement, de plus partager les objectifs qu'on a, d'éviter un certain nombre de doublons sur les référentiels métiers, et puis de favoriser les passerelles d'un diplôme à l'autre. On ne pourra pas penser un diplôme pour un ministère certificateur sans s'interroger sur le diplôme du voisin, puisqu'on le fera dans un même cadre de discussion. Voilà, et puis enfin, en conclusion, et comme c'est d'actualité, je voudrais souligner, parce que ça m'a moi-même surprise à ce point-là, il faut savoir que tous les sujets dont on parle sur la transformation professionnelle, d'abord intéressent énormément les pays européens, c'est-à-dire les 27 avec lesquels on travaille. On a des réunions tous les 6 mois, les 27 directions d'enseignement professionnel se retrouvent. Et il est frappant de voir d'abord comment la France est observée dans sa transformation de la voie professionnelle, puisqu'on est les seuls à le faire de manière aussi radicale et complète. Et je peux vous dire que la co-intervention, l'individuation des parcours intéresse énormément nos voisins. Et il est frappant de voir qu'on a tous les mêmes constats. Alors c'est lié à notre niveau de développement, au marché de l'emploi, mais on a tous les mêmes constats sur les questions d'attractivité de la formation professionnelle, de baisse des effectifs. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui est lié au développement de nos sociétés et plus particulièrement en Europe. Donc on n'a pas non plus à se fustiger soi-même sur des échecs qu'on aurait, ou voilà, je crois qu'on est sur une lancée importante avec beaucoup de défis, dont certainement le principal est le défi pédagogique, parce qu'il y a un besoin d'ingénierie lié à l'individualisation qui est très très fort, et c'est pour ça que les inspecteurs ont un rôle, les inspecteurs territoriaux ont un rôle extrêmement important dans l'accompagnement des équipes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.